Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Et nous allons nous intéresser au continent africain et au parcours des places de marché financières africaines. Quelle est la tendance dans un contexte de conflit russo-ukrainien qui fait pression sur les prix des matières premières énergétiques, mais aussi sur les prix des denrées alimentaires. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par Wissem Barbouki, le président fondateur d'Obafrica AM. Bonjour Wissem Barbouki. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse à distance. On va évoquer ensemble du coup les tendances et les actualités des places de marché financières africaines, des bourses africaines. Avant cela, il faut peut-être commencer par les économies africaines, les économies de ces pays qui détiennent des places de marché financières. Qu'est-ce que vous constatez depuis le début du conflit russo-ukrainien sur les économies africaines, Wissem Barbouki? Alors comme partout dans le monde, les économies africaines sont touchées par ce conflit. Les économies africaines ont des taux de croissance qui, pour la plupart, ont été revus à la baisse. En début d'année, le FMI attendait une croissance de l'ordre de 4%, un peu plus de 4% pour l'ensemble du continent. Cette croissance a été revue autour de 3,5%. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a toujours cette hétérogénéité qu'on voit dans les économies africaines, avec pas mal d'économies qui, malgré le contexte actuel, continuent de tirer leur épingle du jeu. Je pense par exemple à des économies comme l'île Maurice, qui bénéficie d'un retour du tourisme post-Covid, ou à des économies comme l'économie nigériane, qui bénéficie fortement de la hausse du prix du baril. Ce qu'on observe depuis quelques mois, et dans le mouvement de ce qu'on a observé partout ailleurs, c'est que plusieurs économies ont vu leur taux augmenter sous l'effet de l'inflation. Je pense à des pays comme l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Kenya. Et pour vous donner un exemple, un pays comme l'Égypte, les taux ont augmenté de 200 points de base. Ils sont passés à 11,25%, alors qu'ils étaient dans une dynamique de déclin depuis maintenant quasiment 5 ans. Voilà, c'est un peu la situation actuelle qu'on observe. Disons que on a toujours le message à retenir, c'est qu'on a toujours cette hétérogénéité des économies africaines, avec certaines qui bénéficient du contexte actuel, majoritairement celles qui ont des ressources naturelles, et certaines qui sont dans des situations un peu plus compliquées, notamment en Afrique du Nord, puisqu'elles pâtissent de la hausse du coût des matières premières, aussi bien sur le plan alimentaire que sur le plan énergétique. Et alors justement, avant de regarder comment ça se traduit sur les bourses africaines, donc selon effectivement les économies que vous venez d'évoquer, l'inflation, elle aussi, elle se répartit de manière inégale sur le territoire africain ? Alors, on a des économies qui ont des taux d'inflation de l'ordre de 15%, comme l'Égypte, par exemple. Et là aussi, cette inflation, elle est expliquée par... c'est une inflation importée, elle est expliquée par le fait qu'une grande partie des ressources égyptiennes sont importées, le blé notamment, parce que l'Égypte est le premier importateur de blé. Et puis, on a des économies qui ont des taux d'inflation qui sont beaucoup plus maîtrisés. Je pense par exemple au Maroc, qui, malgré une hausse de l'inflation, reste sur des niveaux qui sont proches de 4-5%. Alors, vous nous avez évoqué un certain nombre de pays qui tirent leur épingle du jeu. Vous nous avez donné par exemple l'exemple du Nigeria. Si on regarde maintenant les places de marché financières, les bourses sur le continent africain, qu'est-ce que vous constatez, Wissem Barbouchi ? Alors, comme pour les économies africaines, on a une forte hétérogénéité dans les performances des bourses africaines. Alors, si on prend le MSCI Afrique hors Afrique du Sud, depuis le début d'année, l'indice est autour de moins 11%, ce qui est plutôt correct, compte tenu de ce qu'on observe dans les autres marchés mondiaux. Si on prend de manière un peu plus détaillée les bourses africaines, on a plusieurs bourses qui sont dans le vert. Je pense à la bourse nigériane, qui est à plus 20% depuis le début de l'année. D'accord. À la bourse tunisienne, qui est à plus 6%, ou à la bourse régionale des valeurs mobilières, qui est à plus 4%. Et puis dans le rouge, ce sont plutôt les marchés dont les entreprises ont vu leur marge se compresser, avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la hausse du coût des matières premières, et qui pâtissent aussi plus marginalement de la hausse des taux, qui a un double impact, aussi bien donc sur les comptes de résultats des entreprises, avec la hausse des frais financiers, mais aussi sur les flux, puisque une partie des flux marché-actions se dirige vers les marchés obligataires. Et donc ces économies-là, en tout cas ces bourses-là qui sont dans le rouge depuis le début de l'année, ce sont l'Égypte qui est à moins 18% en devise locale, le Kenya qui est à moins 27%, l'Afrique du Sud ou encore le Maroc qui sont autour de moins 10%.
Peut-être un point aussi important à avoir en tête, c'est que les devises continuent de tenir relativement bien, hein. Certaines sont même dans une dynamique positive contre l'euro. Je pense au Naira qui est en hausse, à la roupie mauricienne aussi qui est en hausse depuis le début de l'année. Donc effectivement, on constate qu'il y a comme les économies des différents pays africains, on voit les mêmes disparités finalement sur les places de marché. Vous nous avez donné les différents drivers. Alors on peut peut-être regarder un petit peu les sociétés hein, qui figurent au sein de ces indices et comprendre comment elles évoluent, dans quel secteur d'activité elles se situent. Est-ce qu'il y a des secteurs qui tirent leur épingle du jeu, des activités qui tirent leur épingle du jeu? Qu'est-ce que vous constatez, Wissam Barbouchi? Alors, depuis le début de l'année, quand on observe les résultats du premier trimestre, on voit que globalement, hein, dans la plupart des marchés dans lesquels nous sommes investis, les performances du premier trimestre sont bonnes. C'est-à-dire qu'on a de la croissance du chiffre d'affaires et de la croissance de résultats. Ce qu'il faudra surveiller, c'est évidemment les performances opérationnelles du deuxième trimestre et puis ensuite du reste de l'année 2022. Nous, ce qu'on privilégie dans notre gestion, alors c'est toujours des entreprises avec des équipes dirigeantes de qualité. Hein. Donc, vous savez, nous, on n'investit pas dans une entreprise tant qu'on n'a pas fait un point avec l'équipe dirigeante et tant qu'on n'a pas partagé avec eux leur vision stratégique sur le moyen long terme. Mais de manière générale, aujourd'hui, ce qu'on aime bien avoir, nous, dans le portefeuille, c'est des entreprises qui ont une dimension régionale, c'est-à-dire des entreprises qui sont capables de limiter le risque de devise quand il existe. Des entreprises qui sont capables de croître, éventuellement faire de la croissance externe, aussi bien dans leur région que hors de leur région, et puis des entreprises qui sont capables de tirer les marges vers le haut, aussi bien en réduisant leur base de coûts qu'en faisant des opérations de croissance qui vont reluer la marge opérationnelle. Dans ce contexte-là, moi je pense à une entreprise qui s'appelle Raya Contact Center, qui est aujourd'hui la première position d'Africa Picking Fund. C'est une entreprise égyptienne qui est une entreprise qui fait un peu plus de 50 millions de dollars de capitalisation boursière. C'est un petit téléperformance, une entreprise qui est dans l'exploitation de centres d'appel, dans les prestations de back-office, dans les gestions de canaux de vente. Et c'est une belle affaire de croissance avec des niveaux de marge qui vont continuer de s'améliorer. Alors pour deux raisons. La première, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'ils ont fait un énorme travail sur la base de coûts en fermant les pays qui étaient peu rentables. Et puis le deuxième élément qui va permettre de tirer les marges vers le haut, c'est qu'ils ont fait une opération de croissance externe en 2021 en Arabie Saoudite. Cette opération de croissance externe, elle va permettre au groupe d'avoir un tiers de chiffre d'affaires supplémentaire en année pleine à partir de 2022. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette acquisition en Arabie Saoudite, elle va permettre aussi aux marges d'être tirées vers le haut, puisque les opérations saoudiennes réalisent des marges nettes de l'ordre de 12%, soit 2 fois plus que la marge nette du groupe en 2021. Et puis le dernier élément, toujours dans cette dynamique de croissance externe, le groupe est en train de regarder à éventuellement faire une opération de croissance externe aux États-Unis, aussi bien pour pénétrer le marché nord-américain que le marché d'Amérique latine. Donc effectivement, on voit que là, vous nous citez une société qui tire son épingle du jeu dans le secteur du digital. Donc c'est dans ce secteur-là, par exemple, qu'il faut aller chercher des opportunités sur le continent africain? Alors oui, on aime effectivement le secteur du digital. On aime aussi le secteur de télécommunications. On est actionnaire de la Sonatel, qui est la filiale d'Orange en Afrique de l'Ouest. Nous sommes actionnaires aussi de Natel, qui est la filiale de Maroc Télécom au Burkina Faso. Alors ces entreprises-là, on les aime parce que des entreprises qui ont de belles parts de marché, qui continuent de croître, notamment dans tout ce qui est en rapport avec l'internet et puis le paiement mobile. Et c'est toutes les deux des entreprises qui offrent des valorisations particulièrement attractives, puisque on a des taux de rendement qui sont aujourd'hui proches de 10% pour ces entreprises-là. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que dans notre gestion, nous, on reste convaincus que ce qui est intéressant en Afrique, c'est la consommation. Donc, on reste toujours présent dans des entreprises du secteur de la consommation, de base ou discrétionnaire. Hein. Donc, on a toujours des entreprises dans le secteur alimentaire, dans le secteur de la distribution, et surtout des entreprises qui sont capables d'avoir du pricing power, hein, donc de répercuter dans les prix les éventuelles hausses qui pourraient temporairement compresser les marges de leurs activités.
Alors, une question, Wissem Barbouchi. Dans la partie précédente de cette émission, un des invités mettait en avant le fait que si les entreprises américaines ou françaises, pour la saison des résultats qui arrive, ne revoyaient pas à la baisse leurs prévisions de résultats, ça pouvait être interprété comme une mauvaise chose, dans le sens où ça voudrait dire qu'on anticipe un peu trop la demande des consommateurs. Est-ce qu'il y a des questionnements similaires, justement, dans les économies que vous nous décrivez, comme le Nigeria ou l'Égypte, pour prendre deux exemples que vous nous avez cités? Est-ce que là aussi, ce sujet de publication de résultats d'entreprise peut-être trop ambitieux par rapport à la réalité d'un marché qui se restreindrait est un sujet? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est un élément alors, qui peut, pour certains peut être perçu comme un élément positif, et pour d'autres comme un élément négatif, c'est que dans la plupart des économies africaines, les entreprises ne donnent pas de guidance. D'accord. En tout cas, très peu d'entreprises communiquent des prévisions de résultats, ce qui est un élément qui, pour beaucoup d'entreprises, évite le profit warning qu'on peut constater dans la plupart de nos économies matures. Mais disons que le message des entreprises que nous avons au sein d'Obafrica, c'est que évidemment ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce qui se passe en Chine, ce qui est en train de se passer en Europe, aux États-Unis, a évidemment un impact sur les opérations des entreprises, surtout celles qui importent des matières premières ou celles qui exportent des produits finis. Mais ça donne aussi à ces entreprises-là aussi conscience de l'importance de pouvoir être autofinancées, être indépendantes et être capables d'avoir la main sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça, c'est un discours qu'on a pu entendre en France, par exemple, pendant la période Covid, mais qu'on entend aussi de plus en plus dans les marchés africains, avec cette volonté réelle, je pense au Maroc, à l'Égypte, à l'Afrique du Sud, au Nigeria, avec cette volonté réelle de pouvoir être indépendant et ne plus avoir à se dire nous sommes dépendants de la Chine pour telle ou telle matière première ou de l'Ukraine ou de la Russie pour telle ou telle autre. Merci beaucoup Wissem Barbouchi d'avoir partagé avec nous dans Smart Bourse votre expertise. Je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Obafrica AM. Merci également à vous de nous avoir suivis en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Et je vous donne rendez-vous dès demain à midi et demi pour un nouveau numéro de Smart Bourse.